To have shock treatment? It's not cuckoo's nest, Saul. They use ultra-brief pulses now, and it's called electroconvulsive therapy. I don't care what it's called. They still attach electrodes to your skull, don't they? Still jolt you into a seizure? I need to do something. I can't take this anymore. Yes, you can. You're the strongest person I know. This'll pass. No, it won't pass. Bon, t'es prêt à perdre des abos? Ouais, j'ai l'impression que là, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on va vous parler de l'électroconvulsivothérapie. Et je pense que la plupart d'entre vous partagent l'avis de Saul, hein, celui qu'on vient de voir là. Donc du coup, on va essayer de rétablir un certain nombre d'idées, en tous les cas de vous donner des arguments pour faire votre propre idée sur l'électroconvulsivothérapie. Ouais, et pour ça, on va être assisté du professeur Emmanuel Poulet, qu'on a eu la chance de rencontrer au CFP. Exactement. Ouais. Et ça va être bien. Ouais. Bonjour, Emmanuel Poulet, je suis professeur de psychiatrie en charge des urgences au CHU de Lyon et dans mes domaines de recherche, je travaille depuis des années sur le développement des techniques de neurostimulation en psychiatrie, que ce soit l'ECT, la RTMS ou d'autres méthodes. Bon, le principe, il est très simple, n'est-ce pas? Ouais, on balance de l'électricité dans la tête. Ouais. Grâce à des électrodes qu'on pose sur la surface du crâne au niveau temporal la plupart du temps, d'un côté et de l'autre sur chacune des tempes. On vous rassure, hein, c'est des courants de faible intensité. Ouais, et qui sont administrés sous anesthésie générale. Ah ça, c'est super important. C'est super important parce que le principe, c'est de déclencher une crise convulsive. Ouais, et d'ailleurs, c'est ce qui donne souvent l'aspect impressionnant de l'ECT, hein, ce qu'on voit dans les films, c'est-à-dire qu'ils sont tout contractés comme ça, les pieds, les mains. Et ça, ça n'existe plus. Parce qu'avec l'anesthésie, maintenant, on met en place ce qu'on appelle une curarisation. C'est-à-dire on donne un produit qui empêche les spasmes musculaires. Et notamment ce qu'on avait vu à une époque, c'est-à-dire des effets secondaires à type de fracture, des choses comme ça. Ça n'existe plus depuis les années 80. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant qu'on utilise les curares, quand on faisait le choc, les gens faisaient de telles agitations, de tels mouvements importants que ça pouvait créer des luxations ou des fractures. Ouais. Ça, c'est fini. Ça a une mauvaise réputation parce que ça a été développé dans les années 30. Et à cette époque, on n'avait pas de traitement pharmacologique pour les troubles mentaux et il y a eu des abus. C'est-à-dire qu'à l'époque, on a trouvé une technique qui améliorait les symptômes de manière spectaculaire et du coup, on a traité dans toutes les pathologies possibles et imaginables. Ça a permis de fixer les indications, mais il y a eu aussi des abus qui ont été portés par la littérature et qui ont fait l'objet d'attaques par certains mouvements à certaines époques dans les années 70, puisqu'on a voulu traiter les troubles du comportement. L'exemple de vol au-dessus d'un nid de coucou est un excellent exemple. Ouais, ça existe encore, mais parce que, on va vous spoiler un petit peu, mais c'est une thérapeutique qui est particulièrement efficace. Ouais, et particulièrement efficace dans les troubles de l'humeur et notamment la dépression. Et plus particulièrement dans une forme très spécifique de la dépression, une forme très sévère qu'on appelle la mélancolie. Et d'ailleurs, ça, la mélancolie, vous allez mieux comprendre ce que c'est grâce à notre expert. La mélancolie, d'abord c'est une pathologie, c'est un état pathologique où la douleur morale, la souffrance est au-delà de tout ce qui peut être imaginable ou rationnel. Les personnes sont enfermées dans un cycle de souffrance qui est un symptôme. C'est-à-dire que ce n'est pas souffrir parce qu'on vit un événement difficile ou un deuil ou quelque chose comme ça. On pense et on ressent les choses à travers la souffrance morale, à travers la tristesse. Et cette tristesse, elle va au-delà du rationnel. C'est-à-dire que les personnes vont jusqu'à penser qu'ils se sentent responsables de certaines choses qu'ils n'ont pas faites. Ils ont l'impression qu'ils ne valent plus rien. Ils ont l'impression que la mort est la seule solution pour les aider à sortir de cette souffrance et ils ont perdu absolument tout intérêt pour tout. Et c'est un état pathologique, c'est-à-dire que c'est vraiment une pathologie qui se déclenche à un moment, qui est un changement avec leur fonctionnement antérieur, et le traitement il a pour but de
leur permet de refonctionner tel qu'ils fonctionnaient autrement et avant. Et du coup, c'est un antidépresseur. Le meilleur antidépresseur qui existe, bien que en fait on l'utilise dans d'autres indications que la dépression. Ouais, le CT, initialement, ça a été fait autour de la schizophrénie. Et c'est encore utilisé dans certains cas, dans la schizophrénie. C'est utilisé dans les troubles bipolaires de l'humeur. Ouais, et plus particulièrement dans les états maniaques résistants. Et puis, un état clinique qui peut répondre à plein d'étiologies, qui s'appelle la catatonie. Ouais. La catatonie est un syndrome rare mais sévère qui se caractérise par l'association de signes moteurs et psychiques. Les causes en sont multiples et comprennent des maladies organiques telles que des infections, des intoxications, etc. et des maladies psychiatriques. Le syndrome catatonique associe des symptômes moteurs comme le maintien de la posture, la catalepsie, la flexibilité cireuse, des symptômes comportementaux comme le négativisme, le mutisme, des mouvements automatiques et enfin des symptômes affectifs. Comme je le disais, c'est le meilleur antidépresseur puisque dans la mélancolie, ça marche dans 85% des cas. Ouais, ce qui est supérieur à toutes les molécules dont on dispose aujourd'hui. Sauf que il faut l'appliquer selon un certain protocole. Ouais. Alors, ça marche bien sur le moment, en aigu, à condition de faire un certain nombre de séances. Dans la dépression, on dit qu'il faut entre 6 et 12 séances à peu près. Et c'est 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Et ce rythme, il est important pour permettre à la personne de sortir de cet état dépressif. Mais si à l'issue, la personne est sortie de cet état dépressif, on ne fait plus rien en termes de prévention de rechute, il va y avoir une rechute à 6 mois dans 50% des cas. Mais c'est le cas avec les antidépresseurs, c'est le cas avec d'autres types de prise en charge si on ne poursuit pas. Donc il faut mettre en place des procédures de prévention de rechute après la cure de traitement. Et les préventions de rechute, c'est soit un maintien d'un traitement pharmacologique, associé bien sûr à l'ensemble de la prise en charge, soit ce qu'on appelle des ECT de maintenance. Et là, on va écarter progressivement le rythme, c'est-à-dire qu'on est à 1 fois par semaine, puis 1 fois tous les 15 jours, progressivement pendant une durée de 6 mois et des fois plus sur des formes qui... Parce qu'il y a des pathologies récurrentes qui rechutent régulièrement et il y a certains patients qui ont besoin de CT pendant plusieurs années. Mais ce qui leur permet d'avoir une qualité de vie et de vivre dans de bonnes conditions, sans ces symptômes et de continuer à fonctionner, quoi. You don't have to let him fuck with your brain. My brain's already fucked. Et donc comme Saul, peut-être que vous vous dites que 6 à 12 séances, à raison de 2 à 3 par semaine, peut-être qu'on grille le cerveau de nos patients. Non, parce qu'on a maintenant, alors déjà, on a un recul qui est énorme, et puis avec l'arrivée de l'imagerie, notamment du scanner et de l'IRM plus récemment, on sait que l'électroconvulsivothérapie, ça ne donne aucune lésion, et même au contraire, ça stimule dans certaines zones la pousse des neurones. Oui, ça permet d'avoir plus de synapses, plus de connexions entre les neurones dans des zones bien précises du cerveau. Donc on le répète, pour que ce soit vraiment très très clair, ça n'abîme pas le cerveau. Alors par contre, il y a des effets secondaires. D'abord, il y a ceux liés à l'anesthésie générale. Comme toute intervention sous anesthésie générale, il y a des risques liés à l'utilisation des molécules anesthésiques. Mais il y a aussi des effets secondaires qui sont propres à cette technique. Et notamment, les effets secondaires les plus connus et les plus célèbres, ce sont les effets secondaires sur la mémoire. Les principaux effets secondaires qui sont identifiés sont des effets sur la mémoire. Alors ils ne sont pas systématiques, c'est 20% à peu près des cas. Ils s'améliorent dans la très grande majorité des cas à 2 ou 3 mois après la cure de traitement. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas de difficulté à mémoriser les choses, de difficulté à enregistrer l'information. On peut avoir des petites séquelles au niveau de la mémoire, ce qu'on appelle rétrograde, c'est-à-dire des souvenirs, souvent des souvenirs qui sont centrés autour de l'épisode dépressif. Et c'est difficile de faire la part des choses entre la responsabilité de l'ECT et de l'état dépressif, parce qu'on sait aussi qu'on a beaucoup de troubles cognitifs et de troubles de mémoire dans un épisode dépressif caractérisé. Alors ok, c'est hyper efficace, ça grille pas le cerveau, mais comment ça marche ? Il faut bien avouer que pendant longtemps, on n'en savait absolument rien. Absolument rien. On vous l'a dit, ça a été inventé dans les années 30, on n'avait pas une connaissance et surtout, on n'avait pas la possibilité de regarder ce qui se passait dans le cerveau. Encore une fois, les progrès de l'imagerie cérébrale nous permettent aujourd'hui de poser des hypothèses. Et ces hypothèses, on va les laisser au professeur Poulet.
comment ça marche? C'est la première question que tout le monde nous pose. Comme en psychiatrie, pourquoi on a cette maladie-là? Et on sait bien que les modèles, ils sont complexes. En tout cas, sur les mécanismes d'action de l'ECT, on a des hypothèses neurobiologiques. Le fait de déclencher une crise convulsive va avoir un impact sur les différents neuromédiateurs cérébraux, dont ceux qui sont clairement impliqués dans les troubles de l'humeur, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline. L'hypothèse qui est la plus solide aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse anticonvulsivante. Il faut déclencher une crise convulsive, elle est nécessaire mais non suffisante. Et ce qu'il faut surtout, c'est que cette crise convulsive, elle s'arrête d'elle-même. Donc c'est les enjeux, les mécanismes mis en jeu par l'organisme pour arrêter cette crise qui sont probablement en lien avec l'effet thérapeutique. So I made up my mind. I'm grateful for the concern, but I can't live like this anymore. It needs to stop. Vous voyez, Carrie, elle finit par accepter cette technique-là parce que rien d'autre n'a marché. Et dans la réalité clinique, c'est ce qui se passe dans un nombre écrasant de cas. C'est-à-dire, les gens consentent à utiliser cette technique-là parce que rien n'a marché et parce qu'ils sont dans un désespoir tel que on leur propose une solution, eh bien, ils la tentent. Ouais, surtout que la mélancolie, il y a un aspect dont on n'a pas parlé, hein, c'est l'aspect délirant. C'est-à-dire qu'il y a des mélancolies, hein, quand on est tout au bout, tout au fond de la dépression, hein, ce qu'on appelle la mélancolie délirante, on a l'impression de vivre quasiment en enfer. Hein. Une patiente qui me décrivait comme ça, qu'elle voyait quasiment le visage de ses proches se modifier et qu'elle les voyait comme des démons. Et que cette souffrance, elle est tellement intense et tellement importante que, bah oui, quand on leur propose une solution qui va a priori fonctionner dans 85% des cas, ils consentent. Il faut dire aussi qu'il y a une minorité de cas où les gens sont tellement mal qu'ils ne peuvent pas consentir à ce soin-là, parfois pour la simple et bonne raison qu'ils ne communiquent plus, hein, qu'ils sont tellement déprimés ou tellement catatoniques qu'ils sont dans une absence de communication quasi totale. On peut se permettre, dans ce cas-là, d'utiliser cette technique, malgré le fait qu'on n'arrive pas à recueillir leur consentement, pourvu qu'on ait ceux de leurs proches, notamment de leurs personnes de confiance, généralement quelqu'un de la famille. Mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que au fil du traitement, quand la personne s'améliore, à ce moment-là, elle devient d'elle-même plus en mesure de consentir aux soins, auquel cas elle peut y consentir et donc les soins se poursuivent, ou opposer un refus qu'à ce moment-là, on acceptera et on interrompra le traitement. Alors la question du consentement, il faudra probablement qu'on en fasse une vidéo, alors, on le dit souvent, mais là c'est très important puisqu'on en a un peu parlé lorsqu'on a parlé de 12 jours sur les hospitalisations sans consentement. Là on parle de soins aussi sans consentement, alors qu'ils sont très cadrés par la loi. Il faut effectivement, comme tu l'as dit, soit l'accord de la famille, soit l'accord du tuteur aussi, du tuteur ou du curateur. Donc ça, c'est pas des choses qu'on décide comme ça tout seul. Il faut qu'il y ait des critères aussi d'urgence. Tu as parlé de la catatonie, il y a ce qu'on appelle la catatonie létale, qui porte bien son nom, c'est-à-dire la catatonie qui amène à la mort. Donc là, on est dans une procédure d'urgence, de sauver une vie. Et puis, le consentement, c'est effectivement quelque chose qui évolue, d'autant que si vous avez suivi, il y a un protocole sur plusieurs semaines, et que l'efficacité, elle arrive en gros à la 3e semaine, même fin de la 2e semaine, et que là, souvent, on récupère la capacité à consentir ou non. Et donc, on va interroger ce consentement à chaque fois qu'on va revoir le sujet, à chaque fois qu'on va se dire on fait une nouvelle séance ou pas. Généralement, au vu des résultats, il y a une majorité de personnes qui y consentent, puisqu'elles sont témoins de leur mieux-être. Du coup, voilà, c'était une vidéo sur un sujet un peu délicat, puisque c'est une des choses qui participe le plus à la stigmatisation des soins psychiques, les électrochocs. La plupart d'entre vous en ont sans doute une image hyper négative liée au cinéma notamment, et notamment au fameux vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou, où le CT, l'électroconvulsivothérapie, n'est pas utilisé pour des raisons médicales, mais utilisé pour des raisons de punition. C'est-à-dire vraiment en dehors de tout soin, quoi. Et d'ailleurs, on le voit dans d'autres films, il y a des films d'horreur qui utilisent aussi le CT pour montrer comme technique de torture. Là encore, on est en dehors, évidemment, des indications médicales.
Et du coup, ça participe quand même à cette mauvaise image de la psychiatrie et des soins psychiatriques. Bah ouais. Ce qui nous attriste un peu pour une raison, hein, c'est que ça éloigne certains patients qui en auraient besoin des soins. Hmm. Peut-être que notre discours suffit pas à vous faire changer d'avis, auquel cas on vous mettra dans la description de la vidéo des liens vers des vidéos de témoignages de personnes qui ont bénéficié de ce traitement-là. Alors vous allez sans doute reconnaître Carrie Fisher, rest in peace, mais également un lien vers une conférence TED d'un médecin, un chirurgien qui raconte son parcours du combattant, et aussi un lien vers une vidéo d'une conférence TED d'un chirurgien qui raconte sa dépression et qui raconte ses séances d'électroconvulsivothérapie. Et si on le retrouve, on vous mettra aussi le témoignage d'un médecin psychiatre qui a testé l'électroconvulsivothérapie sur lui-même et qui a tenu un journal des effets positifs qu'il notait et des effets négatifs. Il a fait une véritable démarche scientifique sur une auto-observation. Merci d'avoir regardé. Merci aux tipeurs qui nous soutiennent et qui nous permettent d'acheter ces nouvelles lumières, là, par exemple, donc, qui nous font un teint très joli, je trouve. Ouais. Et puis, si vous avez aimé, comme d'habitude, vous partagez un pouce bleu, vous partagez sur Twitter, sur Facebook, la petite cloche, cliquez sur la petite cloche, parce que quand vous êtes abonné, il y a une chance que la vidéo vous file entre les doigts si vous n'appuyez pas sur la petite cloche. Je connais pas la petite cloche. Et n'oubliez pas que la folie est parfois la meilleure façon d'affronter la réalité. C'est bien. Ok. Puisqu'on l'utilise pour, en quelque sorte, Punir. Et puis essayer de faire punir. Tu veux que je reprenne ? Ouais, excuse-moi. Okay. Bim. Oh, c'est beau ça.